Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué qu'on pouvait s'améliorer en maths, qu'on pouvait même devenir bon, voire même devenir excellent et aller taper dans les 18. Et donc pour ça, devenir le Ironman des maths. C'est-à-dire tu rentres dans ta salle de contrôle, tu fais ton contrôle, tu le fais en 10 minutes, tu sors de la salle, tu sais que tu as 18, tu as 19, tu as 20 et voilà, tu pars, voilà, tu as tout explosé. Bon, par contre, je t'ai dit dans cette précédente vidéo que pour atteindre ce stade, que j'appelle la maîtrise de la stratégie, il fallait premièrement que tu sois convaincu de pouvoir y arriver, que toi-même tu te dises j'y crois, je vais essayer et donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est la première chose, je t'avais dit, c'était l'étape 1. L'étape 2, j'ai dit qu'il fallait avoir une bonne méthode d'action parce qu'on ne peut pas y aller la fleur au fusil. Tu vois, on ne va pas devenir le Ironman des maths en y allant avec 2-3 stylos en poche et puis 2-3 formules dans la calculatrice. C'était pas ça en fait l'idée. Donc méthode d'action, ça va être ce que je vais te présenter ici. Et puis l'étape 3, c'était d'être endurant. Donc là en fait, je vais te proposer ma méthode d'action, ce que je considère être une bonne méthode d'action pour atteindre ce fameux stade de la maîtrise de la stratégie. Alors, par quoi ça commence? Déjà, je vais te présenter les trois axes autour desquels la méthode va s'accentuer. Premier axe, le cours. Donc évidemment, on ne va rien faire sans le cours. Et je vais te montrer ce que tu dois faire avec le fameux cours que tu suis en classe. La deuxième chose sur laquelle on va bosser, ce sera l'entraînement de base, c'est-à-dire tous les petits exercices classiques qu'on peut être amené à faire pour démarrer sur le cours et sa compréhension du cours, améliorer sa compréhension du cours. La troisième chose, c'est là que vraiment tu vas passer un stade, c'est de l'approfondissement. Et c'est ici qu'on va activer le mode guerre. C'est ce dont on va parler en dernier dans cette présentation. J'en dis pas plus, on va démarrer sur le cours. Donc le cours, tu vois, il y a une première chose qui est très 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 importante dans ton cours, c'est le vocabulaire et toutes les notations. En maths, tu as du vocabulaire spécifique de partout, tu as des notations spécifiques de partout. Dès que tu passes un nouveau chapitre, on te donne une nouvelle notation. C'est les premières choses sur lesquelles il faut que tu t'appuies, les premières choses sur lesquelles il faut absolument que tu te penches. Comprendre le vocabulaire, retenir les notations, associer le vocabulaire aux notations. Sinon, clairement, si tu n'as ni vocabulaire ni notation, tu ne pourras pas comprendre ce dont on parle dans les énoncés, tout simplement. La question, elle va être posée en utilisant un vocabulaire spécifique, voire des notations spécifiques. Si tu ne sais lire ni l'un ni l'autre, on peut s'arrêter là, l'énoncé, tu ne le comprendras pas. Donc vocabulaire et notation, absolument indispensable à comprendre. Ensuite, tu as le sens global. Alors, qu'est-ce que j'appelle le sens global? Ça, je l'ai dit déjà à nombreux élèves. Un cours, un chapitre, c'est comme une histoire. Cette histoire, elle a un sens, tu vois, elle a un début, elle a un milieu, elle a une finalité. Et cette finalité, en fait, ce fil conducteur, tu dois t'interroger dessus. Il faut, quand tu commences un chapitre et quand tu es dans un chapitre, qu'au fur et à mesure de la progression, tu te dises, mais le prof, il m'explique tout ça, en fait, qu'est-ce qu'il essaie de m'expliquer dans ce chapitre, par exemple, de dérivation, si tu es en première spé maths? Qu'est-ce qu'il essaye de m'expliquer dans ce truc de vecteur? Si tu es en seconde, on t'apprend un nouveau truc, ça s'appelle les vecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Pourquoi on me fait faire ça? Tu vois, il faut que tu essayes de t'interroger sur le sens global du chapitre dans lequel tu travailles. Il faut que tu te poses la question de l'histoire. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir dresser une synthèse. Voilà, tu vois, une fois que tu as mis le vocabulaire et les notations en place dans ta tête, une fois que tu t'es interrogé sur le sens de l'histoire, tu vas faire une synthèse. Et cette synthèse, qu'est-ce qu'elle doit t'apporter? Elle doit t'apporter un ordre cohérent, un ordre logique, un enchaînement concret des étapes qui ait du sens. D'accord? Parce que cet enchaînement concret et logique qui a du sens, tu vas pouvoir mieux le visualiser déjà dans ta tête et mieux le mémoriser. Bah oui, imagine que tu es dans une chambre, une pièce, et que c'est le bazar, mais de partout, tout est étalé, tout est mélangé. Tu as vraiment des affaires de cuisine mélangées avec des affaires de toilette, des affaires de salle de bain, tout mélangé ensemble. Et que je te fais rentrer dans cette pièce et que je te demande de retenir ce qui est dans cette pièce. Jamais tu pourras retenir globalement, parce que tout est mélangé. Il n'y a aucun ordre cohérent. Maintenant, si je te mets dans une même pièce, une seule pièce, hein, et que je te mets effectivement dans un coin toutes les affaires de cuisine, je te mets toutes les affaires de toilette, toutes les affaires de salle de bain, tu vois, mais tout ça rangé séparément, distinctement dans chaque coin de la pièce. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas pouvoir mieux te dire en arrivant dans la pièce, ok, il y avait un coin avec les affaires de cuisine, il y avait un coin avec les affaires de toilette, un coin avec les affaires de ci, ça, tu vois, parce que les choses sont compartimentées. Tu comprends? Donc la synthèse que tu vas devoir essayer de dresser sur ce cours, elle doit te permettre d'avoir un visuel que tu vas mieux mémoriser. Ok? En fait, retiens que les maths ne sont pas une poésie.
C'est-à-dire que tu ne vas jamais pouvoir apprendre par cœur de façon efficace en maths. Voilà. Tous ceux qui ont essayé ça, en général, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas pour arriver à cette étape de la maîtrise de la stratégie. Peut-être que ça fonctionne pour stationner à 10, 11, 8, 9, tu vois, dans ces eaux-là, toujours boire la tasse. Effectivement, ça tu peux. Tu peux rentrer les formules dans ta calculatrice. Il y a même des calculettes qui vont prendre des cours entiers en PDF et tout ça. Ça, c'est possible. On peut faire ça. Mais pour une compréhension profonde des idées, bah, il faut partir du principe que les maths ne sont pas une poésie. Tout ce qui consiste à apprendre par cœur, pour moi, c'est comme un effet, en fait, c'est comme un placebo. On a l'impression d'avoir appris son cours, tu comprends? On a l'impression d'avoir travaillé. Du coup, on a bonne conscience. On a mis le cours dans la calculette, donc on se dit, c'est bon, j'ai un parachute en cas de besoin. Bon, bah, ça, c'est une faille dans ton cerveau parce que du coup, vu que tu sais que tu as ta calculette en soutien, tu vas pas aller approfondir et tu vas pas aller chercher le sens global. Tu comprends? Il faudrait limite, tu vois, je pense à la calculatrice parce que je sais que plein d'élèves sont là-dedans dans le fait d'aller rentrer le cours entier dans la calculette. Pour moi, un élève qui veut atteindre ce stade de la maîtrise de la stratégie, le plus possible, il doit aller en contrôle avec la calculette collège, celle où tu peux rien faire avec, celle où tu peux pas mettre de cours. Bon, après, si en maths, tu as besoin de faire des graphiques, tu vas pas avec ta calculette graphique. Mais il faut limite se forcer à être avec le minimum de choses au moment de l'examen. Comme ça, il y a pas de faille dans ton cerveau. Tu es obligé d'avoir compris ton cours. Tu vois, tu n'as pas de parachute dans le dos. C'est ça en fait l'idée. C'est qu'il faut te forcer à comprendre le cours. Et pour ça, bah, il faut sauter sans parachute. Voilà. Donc, les maths ne sont pas une poésie. Et ce qui va se passer quand tu vas faire ta propre synthèse, bah, c'est que tu vas avoir une image globale cohérente de tout ce qu'on t'a appris dans un chapitre. Et avec ça, avec cette image globale cohérente qui est dans ta tête et non pas dans une calculatrice, tu vas pouvoir faire quoi? Tu vas pouvoir passer à l'entraînement de base. Ok, tu vas pouvoir aller efficacement voir les exercices. L'entraînement de base, ça commence par quoi? Ça commence par les exercices savoir-faire. Dans tous les bouquins, quasiment, ils s'appellent comme ça. Dans tes bouquins, tu as une page avec le cours. Et la page juste en face, c'est des savoir-faire, des applications directes de ce qu'on t'a expliqué en face. Tu vois, on t'explique une formule et pile poil en face, on met un exercice résolu. Tu as ça dans tous les bouquins. Pour moi, ces exercices savoir-faire, il faut impérativement les regarder et les faire par soi-même. Je vois plein d'élèves qui ne les font jamais. C'est des exercices qui sont négligés. Tu vois, ils ne sont jamais donnés par les profs parce qu'ils sont corrigés. Et la plupart des élèves que je peux voir ne vont jamais travailler avec ces exos. Pourquoi? Alors que c'est pourtant l'applicatif direct du cours. Tu vois, les livres en général sont bien construits pour ça. Donc les savoir-faire, pour moi, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Ensuite, des savoir-faire, tu as tous les exos donnés par le prof. Tous ceux qu'il va donner en entraînement, du jour pour le lendemain, pour la semaine d'après. En général, ces exos-là, ton prof les choisit et il les choisit en accord avec ce qu'il va te donner à la fin du chapitre. Tu vois, son contrôle, il sait déjà ce qu'il va faire comme contrôle la plupart du temps. Donc son contrôle est en accord avec les exercices qu'il t'a donnés dans le chapitre. Donc ces exos-là, il faut absolument que tu les fasses au fur et à mesure. Il faut que tu aies les corrections aussi. Toutes les corrections que le prof va faire au tableau, si tu as la chance d'avoir un prof qui corrige intégralement, il faut que tu les aies, d'accord, dans ton cahier, en même temps que là où toi tu as fait ta recherche par toi-même. Et puis après, évidemment, il faut que tu aies fait de façon sérieuse le DM que le prof va donner sur un chapitre donné, si tu es avec un prof qui donne des DM, parce qu'en général, le DM fait partie des exercices bilan, tu vois, les exercices qui font la synthèse. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu fais en classe. Mais tu vois, il y a encore de la place dans le slide. En classe, c'est une chose, mais en travail perso, c'est une autre chose. Tu vois, il ne faut pas que tu te contentes, le moins possible en tout cas, il faut que tu te contentes le moins possible de ce que tu fais en classe. En classe, ça te donne une bonne base. Mais après, au niveau du travail perso, il va falloir que tu fasses des choses aussi par toi-même. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, par exemple, tu vas aller regarder les exos corrigés du bouquin. Parce que dans le bouquin, en plus des savoir-faire corrigés, tu as plein de petits exos qui sont corrigés. Ok, de ci, de là, pour chaque petite thématique. Tu as aussi des bouquins spécialisés. Je t'ai mis exercices, enfin les bouquins du type les vrais exos d'interro. Tu vois, j'ai un bouquin comme ça en tête que j'ai déjà feuilleté où ils te disent que c'est des exercices pris dans des lycées de ci, de là et c'est des vrais exos tombés dans des interros. Bon, bah ça c'est pas mal parce que ça te permet de voir une diversité d'exercices et d'aller t'entraîner sur une diversité d'exercices applicatifs. Ok? Après, tu peux trouver d'autres exométhodes classiques comme ceux que je fais sur ma chaîne YouTube. Et puis il y en a d'autres, il y en a plein en fait. Avec Internet, tu as accès à une multitude d'informations et une multitude d'informations liées au cours, liées aux maths en particulier. Tu as vraiment tout ce qu'il faut. Donc après, effectivement,
je sais qu'il faut aller cibler les choses. Donc c'est pour ça que déjà, si tu te contentes des exos corrigés du bouquin, et si tu t'achètes un petit bouquin où tu vas avoir des exercices style exo d'interro, c'est déjà très très bien, tu vois. Donc ça, c'est pour l'entraînement de base. À quoi il va te servir l'entraînement de base? L'entraînement de base, il va te servir à aller voir de l'applicatif et à aller faire de la mise en situation. Mise en situation sur des exos concrets. Et aussi, il va te permettre de mémoriser tes formules. Donc en appliquant sur des situations concrètes, il va te permettre de mixer les énoncés et d'avoir accès à plusieurs formulations de questions. Parce que là encore, tu vois combien de fois j'ai entendu je connaissais le cours, j'avais fait l'entraînement, etc. Par contre, du coup, j'ai pas été à l'aise à la compréhension des questions. J'ai pas compris ce qu'on me demandait. J'ai rien compris à l'énoncé. Bon, bah, tu vois, toutes ces choses-là, à quoi elles sont liées? Elles sont liées au fait que tu n'as pas mixé suffisamment d'exercices d'entraînement de base. Tu vois, tu n'as pas mixé suffisamment d'énoncés. Quand tu as lu plein d'énoncés sur plein d'exercices différents, crois-moi bien, les formulations, elles reviennent. Tu vois, on est en maths, on n'est pas dans une langue étrangère. Il n'y a pas plein de choses que tu ne connais pas. Donc, on ne va pas réinventer l'eau chaude et forcément les questions posées, elles sont toujours plus ou moins posées de la même manière. Mais pour ça, pour avoir les différentes manières de poser ces questions, il faut que tu fasses une multitude d'exercices. Tu comprends? Pour mixer justement les formulations. Et après, on va faire quoi d'autre avec cet entraînement de base? Tu vas activer les réflexes. Par exemple, on te demande un calcul spécifique, boum, tu sais que c'est cette formule-là parce que tu l'as déjà fait 10 fois dans les exos. Tu sais que c'est telle formule du cours. Donc ça revient à mémoriser tes formules, mais aussi à activer les réflexes quant à l'utilisation des formules. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu as fait tout ça? Tu as boosté en fait ton potentiel de réussite et de compréhension. Donc de réussite parce que du coup, tu es allé te tester sur des exos, on va dire, plutôt classiques. Et du coup, tu t'es fait plaisir en arrivant au résultat à chaque fois. Voilà, tu as réussi à retrouver la formule, tu as compris la question, donc tu boostes ton potentiel de réussite et de compréhension. Et ça, tu vas en avoir besoin pour la troisième et dernière étape de notre situation, tu vois, pour atteindre la maîtrise de la stratégie. Je t'ai dit que la dernière étape, on passe en mode guerre. Qu'est-ce que j'entends par passer en mode guerre? C'est pour ça qu'on a besoin de tout ça. Parce que quand tu actives le mode guerre, là, tu commences à aller te frotter aux gros exercices, tu vois. Les exos d'approfondissement, en gros. Les trucs, les exosynthèses, les gros exobilans, les exercices que quasiment personne ne va jamais faire dans les bouquins. Tu sais, ceux qui sont à la fin du chapitre, et puis ils sont longs comme ça au niveau des énoncés. Et là, tu te dis, mais non, le prof, il a pas donné cet exo à faire, personne n'y a touché, je comprends rien. Il y a plein d'exos comme ça, en fait, personne ne les regarde. Tu vois, en fait, ces exos-là, c'est des exos, quand tu vas y faire face, déjà, premièrement, ils te permettent de vaincre la peur. Parce que tu t'es enfin confronté à des trucs horribles, atroces, d'un premier regard, ultra difficiles. Mais toi, tu y vas, tu vois, tu vas faire la guerre sur cet exercice, et donc avec ça, tu vas vaincre ta peur. Et tu n'auras plus cette peur au DS de te dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un exercice monstrueux au DS. Ben non, parce que tu as déjà fait des trucs monstrueux à ton entraînement, tu comprends? Donc l'exercice du DS, à la limite, c'est limite une partie dans un bac à sable, quoi, tu vois. On est en train de jouer au moment du DS. Quand on fait des gros exos, synthèse, bilan, approfondissement, le DS à côté, c'est une cacahuète. Donc vaincre la peur. Et puis aussi, quand tu fais les gros exos de synthèse, tu commences à comprendre que dans un exercice, il y a une stratégie. Tu te souviens? Maîtrise de la stratégie. On commence à comprendre que oui, il y a un fil conducteur dans l'exercice. Deuxième chose, c'est que tu vas vivre un échec. Tu vois, et même quand j'ai écrit vivre l'échec, dans ma tête, je me suis dit vive l'échec. On peut le lire, si tu le lis vite, tu vas dire vive l'échec. Pourquoi vive l'échec? Mais parce qu'en échouant, en fait, c'est là que tu apprends à te relever. Si tu n'échoues jamais, tu ne te relèves jamais. Tu n'as pas besoin. Et donc la première fois où tu vas échouer, si tu n'as jamais échoué, la première fois où tu vas échouer, tu ne te relèveras jamais. Donc à force de s'entraîner à échouer, tu t'entraînes aussi à te relever. Tu comprends? L'échec, c'est absolument nécessaire d'y passer en maths. Tu dois passer par une phase d'échec. Tu dois être bloqué pendant 1 heure sur un exercice. Tu dois être bloqué pendant une après-midi sur 3 exercices. Tu vois, c'est nécessaire. Parce que ça, si tu le vis chez toi, à ton bureau, tu l'auras déjà vécu. Tu ne vas pas le vivre au DS. Parce que tu t'es déjà entraîné à échouer et à te relever. En fait, pourquoi le fait d'échouer apprend à réussir? Parce que quand tu échoues, quand tu es à terre, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches nécessairement? Tu cherches des solutions. Tu cherches à te relever, à te redresser et tu cherches des solutions. En fait, tu cherches tes pistes de résolution. Pour ce qui est des maths, tu cherches tes pistes de résolution. Voilà pourquoi il faut échouer. Et quand tu as échoué, quand tu as lutté et que tu t'es relevé, ok, tu as réussi,
bah voilà, tu atteins ton fameux stade de la maîtrise de la stratégie. Mais ça passe, crois-moi bien, ça passe par le fait de se confronter aux gros exercices qui font mal, d'échouer dessus, mais d'échouer lamentablement. Vraiment, t'échoues et t'es misérable toute une après-midi. S'il faut faire chauffer la tête, on fait chauffer la tête, c'est pas un problème. Mais derrière, si tu es endurant, comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, si tu es endurant et que tu persistes, que tu luttes, c'est pour ça que je t'ai dit on active le mode guerre, parce qu'il faut lutter, et que tu te dis je vais trouver une piste, je vais réussir, à un moment donné ton cerveau il va avoir le déclic, il va réussir. Je l'ai vécu ça, c'est pour ça que je t'en parle, et c'est pour ça que je t'en parle avec plaisir et conviction, parce que je l'ai vécu, et pas qu'une seule fois. En différentes étapes de mon parcours scolaire, j'ai vécu ce stade où clairement tu as le déclic dans le cerveau, et la solution c'est comme si elle venait, c'était une illumination quoi. Et crois-moi bien, ça c'est un plaisir monstrueux. Parce que quand tu l'as, ça, après je te dis, hein, tu arrives sur des exercices en DS, c'est une cacahuète le machin. Parce que tu as tellement lutté chez toi, tu as tellement forcé ton cerveau à te redresser, à te relever, qu'en DS, ben, tu te balades. Et puis quand tu te balades, tu deviens le Ironman des maths. Voilà, la boucle est bouclée. Je t'ai expliqué en fait ma méthode d'action. Moi, je considère que ça, c'est une bonne méthode d'action. Peut-être qu'un autre considérera autre chose et ce sera sa vérité à lui. Moi, je te donne ma vérité à moi sur cette méthode d'action. Je l'ai expérimentée. Je l'ai vu aussi expérimentée par d'autres élèves. Elle marche. Elle marche pour autant que tu sois motivé, donc que tu crois en ta réussite. Si tu n'y crois pas, c'est même pas la peine. Tu peux rentrer les formules dans la calculette et rester avec ce placebo. Si tu ne crois pas en ta réussite, tu n'iras pas bien loin en fait, tu vois. Il faut que tu crois en ta réussite. Derrière, il faut que tu sois endurant. C'est absolument nécessaire parce que avec la méthode d'action que je t'ai présentée, l'endurance, elle est au cœur de toute chose. Il faut être capable de rester toute une après-midi chez toi à travailler. Voilà, c'est comme ça. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, il faut faire des efforts. La vie, c'est pas comme un restaurant. J'ai l'habitude de dire ça au restaurant, on t'apporte tout sur un plateau, tu vois. Dans la vie, on va pas t'apporter les choses sur un plateau. Il faut faire l'effort. Il faut que tu fasses cet effort, que tu produis cet effort. Au bout du chemin, tu as un résultat monstrueux. Tu as le résultat en fait qui correspond à taper dans les 18 en maths en fait. Tout le temps, pour n'importe quel DS, ou quasiment tout le temps, tu vois. Voilà. Donc cette méthode d'action, je t'encourage très fortement à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour la mettre en application. Si tu es motivé, si tu veux aller vers ce stade qui consiste à taper des 18 dans les contrôles, mets-la en application. Sois motivé pour ça, crois-moi bien, au bout du chemin, tu vas être ultra satisfait. C'est très très satisfaisant. Mais je pense que tu me vois sourire parce que je l'ai vécu, tu te doutes bien que c'est satisfaisant. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de courage, toute la motivation que je peux t'envoyer comme ça par la pensée. Et puis j'espère que cette motivation, cette vidéo t'en a apporté de la motivation. J'espère que ça t'a plu, que du coup tu as envie d'essayer au moins. Et puis bah, je t'encourage à essayer. À la prochaine, force à toi, ciao.